Bienvenue à tous, c'est l'heure de l'actualité sur Business 24 Africa. À présent, les titres. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a reçu ce mercredi 5 mars son homologue ghanéen John Dramani Mahama au palais présidentiel. Une rencontre stratégique visant à consolider les liens entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Dynamique d'innovation en Côte d'Ivoire, quelles leçons tirées des entreprises japonaises? C'est le thème de la conférence de l'initiative JICA, une rencontre d'experts japonais et ivoiriens. L'Ordre national des médecins en Côte d'Ivoire a rendu hommage aux médecins distingués de l'année 2024. C'était au cours d'un dîner gala. Et la 11e édition du festival Aoko Kwai de Conte s'est déroulée à Krenjabo. Plus de détails dans ce journal. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a reçu ce mercredi 5 mars 2025 son homologue ghanéen John Dramani Mahama au palais présidentiel. Une rencontre stratégique qui s'inscrit dans le cadre d'une visite de 48 heures visant à consolider les liens entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, avec au menu des discussions sur la coopération bilatérale et les défis communs. Les enjeux de cette visite à suivre dans ce journal avec Konena Norgo et Maru Seri. Renforcer la coopération et consolider les liens entre Abidjan et Accra, c'est l'objectif de la visite officielle de 48 heures du président ghanéen John Dramani Mahama en Côte d'Ivoire. Reçu ce mercredi au palais présidentiel par son homologue Alassane Ouattara, les deux chefs d'État ont échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la sécurité, l'économie, l'énergie et les grands projets de la CEDEAO. S'agissant de la coopération bilatérale, nous avons réaffirmé notre volonté commune de soutenir l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana et de renforcer la coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire dans les domaines des mines et de l'énergie, de la lutte contre l'orpaillage illégal et de la surveillance de la qualité des eaux. Monsieur le Président, nous avons tout à l'heure longuement évoqué la situation sécuritaire dans notre sous-région, qui demeure très préoccupante, ainsi que la situation sociopolitique dans certains pays du Sahel. Nous avons noté la nécessité d'apporter une assistance à ces pays frères pour leur permettre de faire face aux besoins humanitaires. Même engagement du côté du président ghanéen qui assure vouloir renforcer la coopération et jouer un rôle clé dans la sous-région. I'm happy to visit again. We've known each other for a long time. J'ai noté, bien entendu, Monsieur le Président, les préoccupations que vous avez énumérées, notamment le problème de nos pays frères de l'AES, que nous allons essayer de traiter de la meilleure manière, parce qu'en Afrique, nous avons ce dicton qui dit que lorsque la maison de votre voisin brûle, vous ne vous réjouissez pas, mais vous aidez plutôt à atteindre le feu afin qu'il n'atteigne pas votre maison. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont un même peuple. Nous voulons travailler à changer les choses. Surtout aussi, Monsieur le Président, lorsque vous parlez de l'orpaillage clandestin, j'ai bien pris note parce que cela impacte nos deux pays. Surtout qu'au Ghana, nous avons 44 réserves de forêt qui ont été touchées et surtout aussi nos réserves d'eau qui sont impactées par l'effet de l'orpaillage clandestin. Cela impacte et produit aussi des effets du changement climatique sur nos deux pays parce que le climat en Côte d'Ivoire et le climat au Ghana sont les mêmes. Cette visite marque une nouvelle dynamique dans les relations ivoiro-ghanéennes avec des engagements forts pour la stabilité et le développement de la sous-région. Intéressons-nous à l'innovation. Le mardi 4 mars 2025 s'est tenue la deuxième conférence de l'initiative JICA Share sur le thème « Dynamique d'innovation en Côte d'Ivoire ». Quelles leçons tirées des entreprises japonaises? Experts japonais et ivoiriens ont échangé sur les stratégies d'innovation et les modèles de collaboration publique-privée pour dynamiser l'industrialisation du pays dans le cadre du PND 2026-2030. Le point avec Konena Norgo. S'inspirer des modèles japonais pour renforcer l'innovation en Côte d'Ivoire. C'était l'objectif de la deuxième conférence de l'initiative JICA Chair qui s'est déroulée hier à Abidjan. Organisée par le Japan Corner de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la JICA, la CAPEC et Tuda Corporation, cette rencontre a réuni des experts du ministère du Commerce et de l'Industrie, de la CGC, de l'ONUDI
et de la Direction générale de la recherche et de l'innovation. Nous avons convié un professeur japonais très expérimenté en matière de gestion de l'innovation, professeur Shima, et différentes institutions dont l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, et le ministère du Commerce et de l'Industrie, pour partager les expériences, pour nous parler, je dirais, des contraintes à l'innovation et des solutions aux innovations dans nos entreprises, dans nos PME, et globalement, la question du financement de l'innovation, la question de la collaboration entre les universités, les centres de recherche, le secteur privé, le secteur public. Le représentant résident de la JICA a, quant à lui, insisté sur les opportunités qu'offre ce partenariat en matière de transfert de technologie et de savoir-faire. Après la guerre mondiale II, il n'y avait rien au Japon. Donc nous avons développé, comme maintenant, c'est l'histoire et bien sûr il y a quelques secrets de l'innovation du Japon. Donc avec l'expérience, l'histoire, après la guerre mondiale II, vous pouvez tirer plusieurs leçons de développement économique en Côte d'Ivoire. Mais grâce à l'entrepreneur sur la base de l'éducation, alors nous avons avancé l'innovation. Plus, vous voyez qu'actuellement, il est nécessaire d'investir la science et la technologie pour développer l'innovation. Un cadre d'échange qui s'inscrit dans la vision du gouvernement pour une économie plus compétitive et tournée vers l'innovation. Et restons toujours dans la sphère de l'innovation. Une semaine bien chargée pour les étudiants de l'ESATIC. Depuis le week-end dernier, ils ont été mis à l'épreuve de l'innovation au service de la préservation de l'environnement. C'était à l'occasion de la journée des étudiants en technologie de l'information et de la communication où plusieurs projets ont été présentés. Le dernier jour était consacré aux échanges et à la proclamation des résultats. Les détails dans ce commentaire de Michel Brault. Clap de fin de la 5e édition des GETIC. 4 jours ponctués de masterclass, de panels, d'animation de stands et d'un hackathon a mis en évidence la capacité des étudiants à relever des défis concrets et à proposer des solutions innovantes pour la préservation de l'environnement. Et cette édition repose sur l'intérêt qu'il faut accorder à l'environnement. Parce que nous estimons que l'environnement est aujourd'hui une préoccupation majeure et quand nous le disions, nous nous sentons en parfaite congruence avec le gouvernement ivoirien. Comment en tant qu'étudiant, on peut contribuer à mener des actions, à développer des applications qui puissent servir le monde dans lequel nous vivons. Nous avons invité toutes les écoles importantes qui font des TIC en Côte d'Ivoire, à commencer par les universités. Mais nous avons fini les hackathons, ils ont travaillé vendredi, samedi et ils ont terminé dimanche midi. Les résultats sont disponibles. Axé sur le thème « Les innovations technologiques locales au service de la préservation de l'environnement », les étudiants ont pu développer des solutions innovantes pour relever les défis environnementaux. Nous avons à travers une approche que nous avons appelée l'apprentissage par projet, intégré à l'ESATIC la pédagogie par projet. Et avec cette pédagogie ou cette approche, l'étudiant ou l'apprenant de l'ESATIC est mis au centre de la construction de son savoir. Je suis déjà très heureux de voir mes filleuls et mes anciens professeurs. Et c'est toujours une grande joie de venir participer à ces éditions de GETIC. La semaine de l'innovation de l'ESATIC constitue un tremplin pour les étudiants, leur permettant de développer leurs compétences, de stimuler leur créativité et de se préparer à intégrer le marché du travail. Autre information en écologie. Dans le cadre du projet de transition bas carbone, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a tenu un atelier à Abidjan. Cet atelier était dédié à la mobilisation des parties prenantes en vue de la rédaction d'une note conceptuelle de projet d'intégration des véhicules électriques dans le parc de l'administration publique ivoirienne. Sandrine Kwame. Le gouvernement ivoirien vise d'ici 2030 à atteindre 10% de véhicules électriques dans le parc automobile de l'État. Telle est l'information qui ressort de cet atelier organisé dans le cadre du projet Transition bas carbone. Ce projet s'inscrit dans la dynamique nationale
de réduire des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur du transport représentant à lui seul 10% des émissions nationales, cette initiative veut une offensive majeure en faveur d'une mobilité durable. Comme vous le savez, les engagements climatiques des pays partis à l'accord de Paris sur le climat sont traduits dans des documents appelés Contributions déterminées au niveau national, CDN. Et cette semaine, Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a officiellement lancé le chantier de révision des CDN de la Côte d'Ivoire. La rencontre de ce jour vise à structurer un projet solide et à mobiliser les ressources nécessaires à l'intégration des véhicules électriques dans l'administration publique ivoirienne. Le premier objectif est l'incitation fiscale et l'incitation administrative qui vise donc à faciliter donc l'entrée de ces véhicules-là en leur donnant donc des mesures fiscales incitatives. La mise en œuvre du projet repose sur 4 piliers qui ont été énumérés par le coordonnateur. Il ne s'agit pas simplement d'une rencontre technique, mais d'une étape clé dans la concrétisation de notre engagement. L'étude qui sera menée à l'issue de cet atelier vise à affiner les modalités d'implémentation du projet et à garantir une mise en œuvre efficace et adaptée aux réalités locales. Bénéficiant d'un accompagnement à hauteur de 3,87 milliards pour une durée de 4 ans de la part de l'Union européenne, ce projet vise à accompagner le gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre et le suivi de ses engagements climatiques. L'école supérieure de formation continue de l'université Félix Houphouët-Boigny a initié récemment à l'Amphi A du district de l'université la cérémonie de remise de diplôme de sa 44e promotion. Ils sont une soixantaine d'auditeurs de la 44e promotion à avoir reçu leur diplôme au cours d'une cérémonie riche en émotions. L'objectif de cette école est d'aider les diplômés du second cycle universitaire à maîtriser les principes et techniques fondamentaux de leur future profession, nous témoigne Pierre Tebeu. Un sourire face à la caméra, une poignée de main et une séance photo, c'est l'image que retiennent la soixantaine d'étudiants du QFOP ce 28 février 2025. Une date mémorable puisqu'elle marque la cérémonie de graduation de cette 44e promotion des auditeurs de la QV 2024-2025. Issus des 3 filières, à savoir la gestion des ressources humaines, la gestion des projets et la gestion des professionnels d'assurance du Centre universitaire de formation permanente QFOP. Nous dirons que c'est un couronnement. Après pratiquement 10 années dans le domaine des assurances, il était important de ponctuer cette décennie par un diplôme. Et recevoir un tel diplôme nous confère encore plus de légitimité dans nos fonctions. Nous avons été marqués par non seulement les professeurs, la manière de dispenser les cours, par les auditeurs, leur volonté d'apprendre. Grâce à la magnanimité du parrain, le centre a reçu 10 ordinateurs qui lui permettra de poursuivre les formations. Un geste très apprécié par le premier responsable du QFOP. Ils ont le management. Ils ont su par le management permettre que le QFOP puisse être en relation avec une grande société qui est GENA et qui nous a permis d'avoir des ordinateurs. Cette promotion aussi a permis que les anciens, ceux qui ont fait la formation avant, ont pu venir ici. Elle les a donc associés à cet événement. Tout ce qui se conçoit se fait aujourd'hui grâce à l'outil informatique, grâce à l'ordinateur. Et donc offrir des ordinateurs était pour nous le canal le plus important de pouvoir marquer notre présence à cette cérémonie. Rappelons que le système de formation par objectif du QFOP met l'accent sur le renforcement des compétences permettant aux apprenants d'acquérir un savoir-faire pratique et d'atteindre un niveau élevé de formation. L'Ordre national des médecins en Côte d'Ivoire a rendu hommage aux médecins distingués de l'année 2024 au cours d'un dîner gala. Cette cérémonie couplée par une présentation de vœux a été l'occasion de célébrer l'excellence et présenter le parcours exemplaire des médecins distingués afin d'inspirer les autres médecins à contribuer au développement d'un système de santé plus solidaire et performant. Sandrine Kwame, Maru Seri. C'est dans cette ambiance festive
et convivial d'un dîner gala effectué dans la soirée du vendredi dans un complexe hôtelier d'Abidjan que s'est déroulée cette cérémonie de double intérêt. Il s'agit de la présentation de vœux au président de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire et la célébration des médecins distingués pendant l'année 2024. À la suite de la phase d'échange de vœux, place à celle de la distinction qui a consisté à la remise des diplômes et des Oscars aux médecins qui, par leur expertise, leur abnégation et leur excellence, ont fait parler d'eux en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays. Il s'agissait pour nous de distinguer 5 catégories de médecins. Les 5 prix, le prix spécial, le prix des distingués particuliers, le prix des 10 anciens médecins en exercice. Qu'est-ce qu'on attend des lauréats? C'est des exemples. C'est de pouvoir partager l'excellence, c'est de pouvoir accompagner les jeunes médecins, les autres médecins à se surpasser à une saine émulation positive dans l'art médical qui pourrait n'être que bénéfique pour la population. C'est parce que j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'état en médecine à 21 ans, donc faisant de moi le plus jeune médecin de Côte d'Ivoire. Alors c'est une fierté. C'est une fierté d'être honoré par son pays et en même temps je suis reconnaissant envers Dieu, reconnaissant envers mes maîtres. Je crois que maintenant tout le monde a envie d'argent, c'est très important, je le dis crûment. Il faut laisser tomber ce côté-là. Si vous voulez être un médecin valable, ne pas trop s'occuper de ça, parce que si vous vous occupez de ça, c'est pas possible. Cette cérémonie a été l'occasion pour l'Ordre national des médecins en Côte d'Ivoire de souligner certaines difficultés entravant l'exercice des fonctions en province, telles que l'absence des sièges adéquats, le recouvrement des cotisations et le besoin urgent en formation des conseillers régionaux pour mieux assumer leur mission. Les anciens du lycée classique d'Abidjan des promotions 85-90 se sont retrouvés récemment pour investir leur président. Ce dernier a été élu en novembre 2024. Le président fraîchement investi a profité de ce moment pour présenter son bureau et ses priorités. Nos reporters Philippe Zabo et Richard Akeke ont participé à cette investiture. Il y avait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Dans ce genre de situation, les retrouvailles sont marquées par l'émotion. Eux, tous de blanc vêtus, ce sont les anciens du lycée classique d'Abidjan des promotions 1985-1990. Ils se font appeler AC 85-90, ce qui signifie Association Caïman 85-90. Ce samedi 15 février 2025 est le jour de l'investiture du président de leur association qui n'a qu'un trimestre d'existence. Après son investiture, le président a présenté son bureau qui a été béni par le parrain, lui-même membre d'AC 85-90. Après la cérémonie, le nouveau président et le parrain ont bien voulu définir leurs priorités. Voilà, nous avons plusieurs axes de développement. D'abord, contribuer à renforcer nos liens par des rencontres conviviales. Vous savez, vous connaissez que la Côte d'Ivoire a subi beaucoup de soubresauts, on a été divisé par tout ce qui est politique. Heureusement qu'on est une association apolitique, mais en fait aujourd'hui, c'est un rêve. Nous essayons de fédérer le maximum de personnes. Mais cette année, l'objectif premier, c'est notre visibilité. C'est notre visibilité sur les réseaux sociaux, notre visibilité sur les masses médias, et c'est en ce sens qu'on espère que vous allez d'être très grands apports, voilà, pour que déjà nous fassions connaître du grand public. L'esprit, c'est d'abord l'esprit de solidarité, l'esprit de l'effort continu, l'esprit de l'unité. Et nous allons transformer d'ailleurs tout cet esprit-là en une sorte de réseautage. AC 85-90 veut apporter sa contribution à la construction d'une société ivoirienne plus inclusive par la responsabilité, l'éthique et l'excellence. L'association compte rassembler tous les anciens élèves du lycée classique d'Abidjan.
La capitale de la région de l'Indénié, Duablin à Bengouro, nous accueille à présent. Là-bas, la jeune chambre internationale locale d'Abengouro a procédé à sa rentrée solennelle en présence d'autorités et des personnalités, ainsi que de notre reporter Anissé Kouadio. Ce soir, dans l'un des somptueux hôtels à Abengouro, se tient la rentrée solennelle de la JCI locale, la mandature 2025. Tous les présidents des différentes régions de la Côte d'Ivoire sont aux côtés de Seydou Diarra, président exécutif de la JCI Abengouro, pour cette rentrée solennelle. Il nous faut bâtir une œuvre gigantesque, celle de relever le défi de l'excellence, de faire de la jeune chambre internationale Abengouro une plaque tournante de la formation, du leadership et de l'entrepreneuriat, avec pour cible première la jeunesse locale. Cette rentrée solennelle de la JCI locale d'Abengouro, marquée par l'intronisation des nouveaux membres et la prestation du serment des membres du comité directeur local, qui travailleront aux côtés de Seydou Diarra, qui définit ici les grandes activités qui seront menées sous sa mandature. Nous aurons la première édition du campagne de recrutement dénommée Académie de la jeunesse de la commune d'Abengouro, un séminaire de formation publique portant sur la promotion de la paix, la journée de l'excellence en milieu scolaire et l'entrepreneuriat. C'est dans une véritable ambiance festive que s'est déroulée l'ouverture officielle de la mandature 2025 de la JCI Abengouro, en présence de la présidente exécutive nationale de la JCI et accompagnée d'importantes personnalités, parmi lesquelles le représentant du directeur général de l'ANADER, parrain de la mandature. Le comité directeur national demeure pleinement solidaire de votre engagement. Il se tient à votre disposition pour vous accompagner avec dévouement et vous soutenir tout au long de cette noble aventure. Chaque projet que vous allez initier, chaque action que vous allez mener contribuera à forger des hommes et des femmes capables d'apporter des solutions concrètes et pérennes aux défis de notre société. Cette rentrée solennelle a été marquée également par la signature de partenariats avec des structures privées qui vont accompagner la JCI Abengouro, la mandature 2025 pour l'atteinte de ses objectifs. D'ailleurs, c'est près de 8 millions qui sont mobilisés pour la réalisation de cette matrice d'action de l'année 2025. Le mardi 25 février s'est ouvert à Soubré l'atelier bilan du programme ENACT. La réalisation de ces travaux fait suite au plan d'action 2025-2030 et vise à analyser les avancées réalisées, identifier les défis et formuler des recommandations pour renforcer l'impact des actions menées dans la région de la Nawa, dans le cadre de la mise en œuvre du programme ENACT. Le reportage est commenté par Michel Brault. À Soubré, les acteurs impliqués dans la lutte contre le travail des enfants étaient réunis pour évaluer les avancées du programme ENACT et définir les perspectives pour sa prochaine phase. Durant 3 jours, les acteurs institutionnels, partenaires et experts vont évaluer les acquis de ce programme, mis en œuvre depuis 2 ans. C'était le lieu pour les autorités administratives et les partenaires d'exhorter l'ensemble des acteurs à renforcer la coordination et proposer des solutions durables adaptées aux réalités locales. La Côte d'Ivoire se prépare actuellement à finaliser le plan d'action national de lutte contre le travail des enfants pour la période 2025-2025. Le plan vient à point nommé et devrait nous servir de boussole pour continuer notre combat. À cet égard, je vous invite tous à réaliser d'efforts et d'engagement. Grâce à votre action concertée, nous avons pu renforcer les capacités des acteurs locaux, sensibiliser des milliers de familles et des communautés et améliorer l'identification et la prise en charge des enfants vulnérables. Les participants ont soutenu cette initiative qui présente une opportunité unique d'évaluer ces programmes, mais surtout d'élaborer ensemble les solutions futures. Comme action déjà, le Conseil des cafés cacao construit des écoles. Vous savez, aujourd'hui, le fait d'avoir moins d'infrastructures écoles est une cause profonde de la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Nous encourageons, il semble que selon les premières informations, le projet tire à sa fin, mais nous souhaitons que les décideurs fassent l'effort mais esprit pour reconduire le projet. Parce que ça ne peut qu'être salutaire pour le futur de la Nawa demain et partant même de la Côte d'Ivoire. Le programme ENACT, financé par l'Union européenne et la Suisse, est conjointement mis en œuvre par l'OIT, l'UNICEF et l'OIM pour assurer aux enfants de la Nawa et de la Côte d'Ivoire un avenir loin du travail infantile.
Autre projet, dans le cadre de 2 heures pour la vie, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et son partenaire financier Takeda dotent les structures bénéficiaires de moyens de réalisation de cette initiative. 2 ambulances médicalisées de type 4x4 ont été offertes au centre de santé urbain de Bodokro et d'Awaou Sokba. La remise des clés des véhicules a été faite sous le regard d'Emmanuel Bonzo, notre correspondant régional. C'est une bouffée d'oxygène pour ces centres de santé bénéficiaires de ces 2 ambulances médicalisées. Une dotation importante en matériel roulant en vue de répondre efficacement aux défis de l'amélioration des soins obstétricaux et néonataux d'urgence. En moins de 2 heures, il faut pouvoir sauver la femme qui est en train d'accoucher et qui est dans des difficultés. Voilà, donc cette ambulance va nous permettre d'évacuer le plus rapidement possible dans le centre de référence. Ça va améliorer aujourd'hui le délai d'évacuation de ces femmes et de leur prise en charge au niveau de l'hôpital de référence. Cette remise d'ambulance au centre de santé urbain de Bodokro et d'Ayaou Sokpa s'inscrit dans la mise en œuvre du projet 2 heures pour la vie porté par l'UNFPA et son partenaire financier Takeda. Ces moyens roulants vont renforcer les capacités matérielles et opérationnelles dans l'évacuation urgente vers les centres de référence en cas de complications obstétricales. Nous sommes donc très heureux d'apporter aujourd'hui une réponse adéquate à cette préoccupation en dotant chacune des centres de santé urbains de Bodokro et d'Ayaou Sokpa d'une ambulance médicalisée. La mise à disposition de ces ambulances vise à assurer l'évacuation rapide des malades de ces CSU vers les hôpitaux généraux, l'hôpital régional ou le CHU, qui disposent de blocs opératoires, de personnel et d'équipements complets pour prendre en charge efficacement ces malades. Pour les autorités, la réception de ces ambulances d'une valeur de 90 millions de francs CFA va contribuer à offrir un service de qualité dans la prise en charge rapide des patientes en cas de besoin. Assurer de ce que la présente remise de moyens de mobilité rendra plus aisées les références des cas d'urgence obstétricale et contribuera activement à la réduction de la mortalité maternelle. La remise de ces 2 ambulances médicalisées constitue une avancée majeure insufflée dans la réalisation du projet 2 heures pour la vie dans la région de Béké, contribuant efficacement à la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. La 11e édition du festival Aoko Kwani de Conte s'est déroulée du 26 février au 2 mars 2025 dans la ville de Krenjabo, rassemblant conteurs, artistes et passionnés de la tradition orale ivoirienne. Cette édition avait pour objectif de préserver et valoriser l'art du conte, un patrimoine culturel essentiel menacé par les transformations sociétales et l'essor des nouvelles technologies. Ce festival vise à préserver et valoriser l'art du conte ivoirien, aujourd'hui menacé par le modernisme et les nouvelles technologies. La cérémonie d'ouverture a vu la participation de nombreuses figures administratives et culturelles. Kofi Didier, secrétaire exécutif du point de lecture et commissaire général du festival, a mis en avant la nécessité de transmettre les valeurs du conte aux jeunes générations. Un projet de construction de la maison du conte a aussi été annoncé pour renforcer cet objectif. Cette 11e édition a non seulement mis à l'honneur le conte ivoirien, mais aussi la lecture. Je veux encourager les petits frères de Kringambo, de la sous-préfecture de Papabo à devenir de grands types, de grands cadres. Et la seule chose qui peut leur permettre de faire ça, c'est le livre et la lecture. Leurs enfants ont été soumis à un concours de lecture rigoureux. Thierry Gada Donatien, sous-préfet de Pakwabo, a souligné que malgré l'aide du numérique et de l'intelligence artificielle, il est crucial de préserver les traditions orales. Le conte est en train de subir de plein fouet les effets du modernisme. En effet, dans un contexte où l'on parle d'intelligence artificielle, promouvoir le conte peut faire l'objet de railleries. Mais je voudrais rassurer les organisateurs qu'ils mènent le bon combat. Un vibrant hommage a été rendu à Maoko Gilbert, conte emblématique décédé en 2012. Grâce à l'appui des autorités et de partenaires comme l'Institut français et le Bureau ivoirien des droits d'auteur, le festival s'affirme comme un pilier dans la préservation du patrimoine culturel ivoirien et envisage une expansion internationale. Rendez-vous l'année prochaine pour la 12e édition.
C'est ici que s'arrête cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.